On se retrouve pour la deuxième partie de la demi-journée avec Nassim, un entretien où l'on débriefe la séance et sa vision de l'hypertrophie. Si tu n'as pas vu la partie 1, je t'y renvoie, j'y explique toute la démarche. Sinon, bon visionnage. Bon alors, du coup, Nassim, c'est moi. Oui, on va faire un petit débrief de la séance qui s'est passée. Donc on a pas mal parlé en fait en plein milieu de la séance. Je ne savais pas exactement comment ça allait se passer parce que c'était la première qu'on faisait. Et du coup, on a pas mal détaillé certains aspects, donc il n'y aura pas besoin de revenir sur tout. En revanche, il y a un ou deux trucs que je me suis posé au fur et à mesure. J'ai gardé les questions dans un petit coin de ma tête et puis je vais te les poser maintenant. Déjà, je sais que tu parles beaucoup sur tes vidéos YouTube de tension, de contraction et de tension d'étirement. Ouais. Et je trouve ça très intéressant parce que moi, la façon dont j'avais vu un petit peu les choses, j'avais un petit peu regardé ça et je trouvais ça cool, mais j'ai vu aussi que les muscles, ils ont des courbes de force qui sont d'une certaine façon. Tu vois, tu te dis, bon, bah voilà, ce muscle-là, il a telle courbe de force. Pourquoi est-ce qu'en fait, on le ferait travailler en étirement et en contraction? Pourquoi pas juste un exercice qui fasse travailler du mieux possible sur la courbe de force du muscle en question? Excellente remarque. Et dans un monde idéal, oui, on ferait ça. Sauf qu'on est tous différents. On a tous un développement musculaire différent. Et dans une logique de personnalisation, je pense que c'est ultra important de prendre en compte justement ces exercices de forte tension d'étirement et de contraction. Et en fait, en tant que coach, populaire entre guillemets, je m'adresse à beaucoup de gens. Je ne peux pas me permettre d'avoir un discours qui est trop généraliste en fin de compte, ou qui prenne en compte les meilleures conditions. Okay. Parce que si on part de ce principe, on peut devenir ultra musclé avec juste certains exercices de muscu, peu importe qu'ils soient de contraction ou d'étirement. On peut devenir ultra musclé avec certains types d'aliments, peu importe qu'ils soient transformés ou non. Tu vois, il y a tellement de différences que moi, je ne peux pas me permettre de dire effectivement tension de contraction et tension d'étirement. Bon, dans certains cas, ça ne va pas être non plus super intéressant. Mais si on part du principe qu'il y a une personnalisation à avoir, pour moi, c'est primordial. Okay. En fait, je pars surtout du principe que quand je vois un programme de musculation fait par un coach à un individu et que ce coach ne prend pas en compte justement les points forts et les points faibles et qui lui donne des exercices qui ne sont pas adaptés à son développement musculaire, je trouve que c'est à dormir debout. C'est pour ça que j'essaye au maximum de faire attention à ces variables-là. Donc en fait, en gros, ce que tu veux dire par là, c'est que si les conseils que tu donnes dans tes vidéos YouTube, tu essayes de couvrir un champ de possibilités qui soit plus grand, du coup, histoire que chacun puisse venir piocher ce qui va être intéressant pour son développement musculaire. Et je trouve ça intéressant que tu parles de ça, parce que c'est vrai que on a des courbes de force qui sont idéales, dans le meilleur des mondes, effectivement. Mais quand on regarde individuellement, quand on teste les gens, tu as des gens chez qui la courbe de tension elle va faire ça, et puis tu as des gens chez qui elle va faire ça. Et tu as des gens qui sont inversement plus forts quand leur muscle se raccourcit. Tu te dis, mais attends, mais comment c'est possible? Et je pense que ça, on peut aussi l'expliquer en partie par le passé sportif. C'est bien, merci de l'avoir spécifié. Et j'aime bien aussi ton approche mais alors, pourquoi est-ce que on met pas le plus lourd possible? Pourquoi on se concentre sur l'exécution technique et pas le plus lourd possible? Pourquoi est-ce que tu fais comme ça et pourquoi tu dis pas finalement on va mettre super lourd et puis on va bien progresser à un moment, il y a un truc? Oui, on va progresser, mais où? Là est la question. C'est que moi, mon objectif, c'est d'avoir un physique harmonieux, entre guillemets, dans la mesure du possible d'éviter les blessures, ou tout simplement de ne pas en avoir. Et en fait, mettre lourd et soulever un poids, on s'en remet à la chance, au hasard. On ne sait pas exactement quel groupe musculaire va être sollicité, on ne sait pas à quel point il va être sollicité. Et si on veut faire les choses bien, tout simplement, il faut avoir une approche plus précise, plus délicate, si tu vois ce que je veux dire. Parce que je prends un exemple tout bête avec du squat ou du développé couché. Faites n'importe quel exercice polyarticulaire, où on sait qu'on va avoir plusieurs groupes musculaires qui vont intervenir pour nous permettre d'effectuer ce mouvement. En fonction de la longueur de ton muscle, en fonction de la longueur de tes segments, en fonction de ton passé sportif, en fonction de comment fonctionne ton système nerveux, sur du squat, peut-être que toi tu vas plus utiliser les quadriceps, peut-être moi je vais plus utiliser les fessiers. Et puis on a toute cette question d'économie et de survie. Quand on soulève une charge de travail, on va chercher à utiliser le groupe musculaire qui est le plus avantagé. Donc à partir de là, mettre le plus lourd, à aucun moment on va être capable, volontairement pour le coup, de solliciter le muscle qu'on a envie de travailler. Donc voilà pourquoi
je mets moins lourd, mais je mets pas léger, je mets juste moins lourd. Ou en tout cas, entre choisir la sollicitation du groupe musculaire que j'ai envie de travailler et la charge de travail, je vais toujours choisir la sollicitation du groupe musculaire que j'ai envie de travailler et jamais la charge de travail. En réalité, tu essayes de cibler certaines fibres musculaires finalement, l'un dans l'autre. C'est ça le bodybuilding. Ouais, c'est ça. Mais ce que je trouve très intéressant de le dire de cette façon-là, c'est que tu as beaucoup de personnes qui se disent oui, mais en fait les exercices polyarticulaires, comme on peut mettre plus lourd, on va avoir plus de tension. Et j'aimerais bien clarifier un point avec toi, et je pense que c'est intéressant parce que c'est vraiment ton approche pour le coup, c'est que c'est pas parce que tu mets très lourd sur un exercice de façon générale qu'il va y avoir de la tension musculaire sur une fibre en particulier plus qu'ailleurs. En fait, en réalité, elle se répartit. On se dissipe. Voilà, exactement. Et donc toi, ton objectif finalement, encore une fois, je reformule, c'est de cibler la tension musculaire au maximum sur les fibres que tu veux faire travailler. Exactement. Et tu es une sorte de chirurgien finalement. Tout à fait. Voilà, de la musculation. Parce que d'une, je pense que... Alors, déjà, ça correspond à mon caractère. Tu vois, j'aime bien cet aspect précision. Et ça, je peux comprendre que certains ne partagent pas ça et qui ont envie d'avoir une approche un peu plus bourrine du sport. Why not? Mais d'une part, ça ressemble c'est en accord avec mon caractère. Mais après, je pense surtout que d'un point de vue récupération, c'est plus efficace, tout simplement. Parce que faire un développé couché et se foutre de la sollicitation des pecs, des épaules ou des triceps, comment tu fais le lendemain si tu as besoin de travailler les deltoïdes? Comment tu fais le surlendemain si tu as besoin de travailler les triceps et que tu as fait le bourrin sur ton développé couché et que tout est fatigué, pour parler vulgairement? Moi, j'aime pas ça. Je veux que sur ma séance pecs, c'est les pecs qui travaillent. Comme ça, si le lendemain, j'ai besoin de travailler d'autres groupes musculaires qui auraient pu être sollicités sur du couché, moi, c'est pas le cas. On a fait une séance pull aujourd'hui. Ouais. Tu as l'habitude de faire travailler du coup des séances vraiment orientées pull, push, etc. Moi, par exemple, un truc que j'ai plutôt tendance à faire, c'est plutôt du half, c'est-à-dire faire un exercice de push, puis un exercice de pull. Et parce qu'en fait, je me dis que, évidemment, je me le dis pas genre comme ça sort de ma tête ou quoi que ce soit, mais c'est que en fait, quand tu vas faire travailler des exercices de push, tu vas avoir certains muscles qui vont être sollicités sur ta séance et qui vont, sur chaque exercice, tu vas avoir par exemple le deltoïde avant typiquement, qui vont être vachement sollicités sur une séance de push sur quasiment tous les exercices. Et donc en définitive, sur tes premiers exercices, tu vas pouvoir être très productif et à la fin moins. Alors que quand tu alternes, finalement ça te laisse un petit peu plus de temps pour récupérer entre les exercices. Mais, et c'est là que je trouve intéressant ce que tu as dit, finalement toi, ton objectif avec ces séances pull là, si je l'ai à peu près compris comme ça, c'est que tu cibles tellement le muscle que tu vas faire travailler, que c'est pas un problème en fait, parce que derrière, tu vas, comme il n'y a pas de chevauchement ou presque, tu vas pouvoir enchaîner les exercices sur une séance pull. Exact. Il n'y a du coup pas forcément de perte de performance. Donc tu vois, quand je fais mon tirage horizontal, mon deltoïde postérieur ne travaille pas, ou très peu. Okay. On sait très bien qu'on ne va jamais pouvoir isoler à 100% un paquet de fibres musculaires, ça on est d'accord. Mais il travaille que très peu. Du coup, ça pose pas de problème de faire le deltoïde postérieur après. De la même façon que sur une séance push, lorsque je fais de mon développé couché, jamais de la vie j'ai senti mon deltoïde antérieur. Donc si après j'ai envie de travailler les épaules, c'est pas du tout un problème. Okay. Après, pour tout te dire, j'utilise tous les formats différents. Okay. Ça m'arrive de faire du full body, ça m'arrive de faire du push-pull legs, du half body, ça m'arrive de faire du bro split, tu vois, avec une séance pec biceps comme on les aime. Ouais. J'utilise tous les formats différents. Okay. Mais du coup, ma qualité d'exécution, entre guillemets, elle me laisse plus de flexibilité parce que tous les formats, en fin de compte, ils sont adaptés. D'ailleurs, du coup, toi, plutôt dans tes planifs, tu fais des planifs ou tu fais plutôt, on va dire, un entraînement à l'instinct, où tu dis aujourd'hui j'ai envie de faire bosser ça, ou ça peut être intéressant. Planif 100%, même 200%. Okay. Le problème c'est que maintenant je m'en aperçois avec mon mode de vie, c'est que des fois j'ai pas le temps de m'entraîner. Ouais. Et c'est pas un manque d'envie, parce que la muscu c'est mon truc. C'est mon plaisir, tu vois. Et quand j'ai pas le temps de m'entraîner, c'est pas une volonté. C'est vraiment que, malheureusement, il fallait que je termine des choses. Mais dans l'idéal, c'est planif, 100%. Donc, je vais avoir un mésocycle bien particulier, je vais avoir des microcycles bien particuliers, avec une fourchette de répétition particulière, un temps de récup particulier, des exercices particuliers qui sont plus ou moins adaptés au cycle en question. Ouais. Et du coup, je me fais une planif de 3-4 mois en général. Tu vois, je trouve ça très intéressant parce que tu parlais aussi de ça tout à l'heure et tu disais oui mais moi j'aime bien dans ma personnalité faire les choses avec précision. Ouais. Et en ce moment on a une espèce de mouvement
de gens, enfin ça dure depuis un petit moment, qui disent mais il ne faut pas complexifier la muscu, en fait la muscu c'est simple, il suffit de pousser, manger, dormir, etc. Mais en fait, je trouve que ça n'a pas de sens. Il y a des gens, oui, ils veulent pas se prendre la tête avec la musculation, ça les embête, etc. Mais pourquoi est-ce que tu veux empêcher des gens de trouver leur plaisir dans le fait de complexifier un petit peu les choses? Et c'est pas complexifier inutilement, c'est complexifier pour essayer d'optimiser les choses. Et je vois, en fait, je me dis, les gens qui disent oui, c'est juste pousser, manger, dormir, peut-être qu'ils ne trouvent pas leur plaisir dans le fait de faire de la programmation. Mais peut-être que justement, il y a des gens qui trouvent leur plaisir dans le fait de faire cette programmation et de la suivre et de voir comment ça évolue. Et je ne vois pas du tout ça comme une surcomplexification, mais au contraire, une raison d'aller à la salle, une raison de vouloir progresser. Et c'est peut-être ça qui te fait tenir à long terme. Je ne sais pas ce que tu en penses toi là-dessus. Ouais, carrément. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Tout à fait d'accord. Alors après, entre nous, je pense quand même que c'est plus efficace. Oui, en plus d'être plus adapté à ce que j'aime. Ouais. Mais c'est clair que je peux comprendre quelqu'un qui aurait envie de s'entraîner un peu plus à l'instinct. Alors, qui garde quand même un minimum de cohérence, mais je suis pas contre en fait les gens qui prennent ça un petit peu plus à la légère, parce qu'on peut avoir des résultats comme ça aussi. Après, moi, c'est ma façon de voir les choses. Je pense que pour avoir les meilleurs résultats possibles, et moi, mon objectif, c'est ça, c'est d'avoir le physique le plus développé possible. Et je veux pas me mettre des barrières ou quoi que ce soit. Je me dis, je suis athlète naturel, je veux avoir les plus gros muscles possibles. Ouais. Fin de l'histoire. Et pour ça, forcément, il faut faire preuve d'organisation et de cohérence. Comme dans tout. Comme dans tout. Comme dans tout. Quand tu vas atteindre un haut niveau, forcément, il faut faire le taf. Tu parlais de fourchettes de répétition. Et pourquoi est-ce que du coup on a travaillé certaines fourchettes de répétition aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais habituellement en termes de fourchettes de répétition? Je trouve ça intéressant. Ouais. Alors dans ma planif, je vais suivre certains cycles et dans chacun de ces cycles, je vais utiliser une fourchette de répétition différente. Okay. Fourchette de répétition plus ou moins courte pour des cycles que j'appelle stress mécanique. Okay. Des fourchettes de répétition un peu plus longues pour des cycles que j'appelle stress métabolique. Okay. Après, je passe par des cycles qui sont des cycles de deload aussi, forcément. Enfin, une petite semaine de deload, parce qu'il ne faut pas déconner. Un cycle de 3 mois de deload. Parce qu'il ne faut pas déconner. Donc oui, je ne vais pas avoir une périodisation qui part dans tous les sens au fur et à mesure de la semaine. Je vais faire la même séance avec la même fourchette de répétition, même temps de récup, même tempo, pendant peut-être 6 à 8 fois. Ok, d'accord. Voilà, je répète la même séance 6 à 8 fois et après je change. En termes de fourchette de répétition, tu parlais de stress mécanique et de stress métabolique. C'est peut-être un point, on ne va pas forcément avoir un désaccord sur l'application pratique, mais c'est peut-être sur les termes techniques. C'est-à-dire que pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que le stress mécanique, en fait, le stress métabolique plutôt ne sert que à augmenter le stress mécanique. Parce que, en fait, tu as plein de métabolites qui arrivent et qui font en sorte que tes nerfs arrivent moins bien à communiquer à tes muscles. Et donc, forcément, il va y avoir un shift qui va se faire sur certaines fibres musculaires. Et c'est pour ça qu'en fait, on recommande d'aller plus ou moins loin de l'échec musculaire, etc., pour avoir des séries productives. En revanche, un truc sur lequel je te rejoins et que je trouve qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les fourchettes de répétition, ce qu'on a trouvé dans les études scientifiques, c'est que oui, certains muscles de certaines personnes semblent mieux réagir à certaines fourchettes de répétition bien précises. Mais on ne peut pas les savoir à l'avance. C'est-à-dire que ton biceps, il va peut-être mieux réagir à 6-8 et mon biceps peut-être mieux à 14-16. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Et même, moi, j'oserais un petit peu aller plus loin. Comme c'est une étude ponctuelle, ça veut même peut-être dire que ça change au fur et à mesure. Et donc, je trouve ça intéressant d'avoir justement ces fourchettes de répétition différentes, si ce n'est dans ta semaine, au moins dans tes planifs, tu vois. Totalement d'accord. Alors déjà, pour le nom, c'est un peu la même histoire que masse et volume. Ouais. Voilà. Au bout d'un moment, c'est intéressant de faire, tu vois, la remarque, mais je pense pas qu'il faille dire non, il faut surtout pas bosser comme ça. Mais je pense que c'est cool quand même. Et surtout ça, je le précise quand, par exemple, je parle beaucoup de planif aux personnes qui suivent mes programmes, tu vois, et je leur explique bien que n'imaginez pas que tout est dissocié, que tout est parfaitement séparé, ça fonctionne pas comme ça. Et oui, effectivement, sur cette histoire de fourchette de répétition, tant qu'on l'a pas testé, on peut pas le savoir. Et on peut partir du principe maintenant que la croissance musculaire va être plus ou moins équivalente sur des séries de 6 que sur des séries de 20, tu vois. Donc, autant utiliser toutes les fourchettes et puis après affiner un petit peu en fonction de ce qu'on aime faire. Tu vois, pour moi, les pectoraux, je fais jamais des séries de 20 parce que mes performances, elles chutent et c'est pas un secret si j'ai des gros pecs, parce que je suis plus fibre rapide à ce niveau-là et que je suis plus adapté aux séries qui sont plutôt courtes. Donc effectivement, dans mes cycles, je vais privilégier les séries qui sont un peu plus courtes pour les pectoraux.
Alors que pour les deltoïdes, c'est l'inverse. Tu me verras jamais faire une série de 6 sur du développé militaire, parce que je suis à chier. Tout simplement. Le tempo, tu me disais tout à l'heure, ouais, toi t'es un bourrin, machin, etc. Voilà, c'est ça. Et je trouve ça, je voudrais savoir exactement quelle est ta motivation pour ce tempo, ces tempos différents, etc. Parce que moi, c'est un truc que j'ai un petit peu étudié, machin, mais je suis pas forcément le plus renseigné là-dessus et j'ai l'impression que tu portes beaucoup d'attention au tempo. Ouais, je porte beaucoup d'attention, surtout lorsqu'on n'arrive pas à maîtriser un mouvement. Ok. Ça, c'est ultra important. Ouais. C'est-à-dire que pour une personne qui a du mal avec un groupe musculaire ou un mouvement, tempo, direct. Ouais. Et sur mes coachings, je conseille même d'avoir une concentrique lente. Ouais. En tout cas, pendant quelques jours. Tu vois, le temps de bien intégrer comment fonctionne le mouvement, etc. Donc, en fait, comment je vais faire, c'est que je vais y aller de manière progressive. Les gens qui n'arrivent pas à faire un exercice, on va commencer par certaines phases isométriques. Ensuite, on va se faire des phases excentriques et concentriques très lentes. Ouais. Ensuite, on va juste ralentir l'excentrique. Et puis après, on va choper un tempo qui est plus applicable en séance de musculation. Donc la première raison, pour moi, c'est la technique. Clairement. Ça, je ne peux être que d'accord avec toi. Et c'est ça que je trouve très cool dans ton approche. C'est qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui n'allient pas beaucoup le théorique, on va dire. C'est pas vraiment du théorique, mais ce qu'on a trouvé dans les études, c'est-à-dire c'est du pratique de terrain, ce qu'on trouve dans les études. Il faut arrêter de penser que c'est du théorique, ouais. mais avec le terrain en écologique, on va dire, sur la salle. Et ça, je trouve ça très cool parce que c'est vrai qu'on a trouvé que si on fait la concentrique la plus rapide possible, on a peut-être des gains qui seront meilleurs en force. Et si on fait l'excentrique juste en retenant à peine, on aura peut-être des gains qui seront on a l'optimal. Mais on n'est pas dans le cadre d'une pratique avec des gens. On est dans le cadre de gens qui savent déjà faire le mouvement. Ouais. Et donc, on a évalué ça. Et là, je trouve ça ultra intéressant que tu précises ça et que tu l'as même précisé avant pour les exercices de contraction, d'étirement, etc. C'est qu'en fait, dans la pratique des gens, c'est ultra important d'avoir ce genre de petits détails à conseiller. Il faut toujours, en fait, on n'est pas un bon coach parce qu'on connaît beaucoup de choses. On est un bon coach parce qu'on sait les appliquer à nos clients. Et bref, ça, je voulais vraiment mettre l'emphase là-dessus parce que pour moi, c'est très important et c'est très cool que tu précises ça. Évidemment, plus lent, ça permet de mieux maîtriser techniquement. Carrément. Et on va pas le faire à vie. Heureusement, moi, tu me verras jamais faire une rep de développé couché en 6 secondes. Jamais de la vie. Mais par contre, c'est mon expérience et mon développement musculaire qui fait que je peux contracter les pecs en poussant la barre très vite. Ouais. Mais tout le monde ne peut pas. Tout le monde ne le peut pas et tant que tu n'es pas capable de le faire, utilise des tempos. Aussi simple que ça. Donc ouais, les tempos pour moi, d'une, c'est un très très bon outil technique. Et après, ensuite, encore une fois, c'est ma volonté de pouvoir structurer les choses. Ça me permet de mieux suivre mon évolution. Parce qu'on sait très bien qu'on a toujours tous tendance à tricher, entre guillemets, ou en tout cas à faire en sorte que le mouvement soit toujours plus facile. Ouais. Et un tempo de 4 secondes par rep, au fur et à mesure des semaines, il peut se transformer en 3 secondes, en 2 secondes, en augmentant la charge de travail. Est-ce que c'est vraiment une progression de modifier l'une des variables en sacrifiant l'autre? Tu vois ce que je veux dire? Voilà pourquoi, sur un cycle, je vais avoir un tempo par exercice et je vais garder ce tempo. Comme ça, au moins, je suis sûr que si j'augmente les autres variables, ce sera réellement une progression. Voilà pourquoi j'utilise principalement les tempos. Après, quand je parle de tempo, on a l'impression que je conseille les tempos lents. Et de la même façon que quand je parle de charge de travail, on a l'impression que je conseille une charge légère. Alors que dans les deux cas, c'est faux. Moi-même, ça m'arrive de faire des tempos rapides. Je te l'ai dit d'ailleurs sur le rowing planche. Ouais. Chacune de mes reps, elle dure un peu plus d'1 seconde. C'est pas beaucoup. Alors que sur d'autres exercices où j'ai un petit peu plus de mal, je vais avoir des reps qui durent 3 ou peut-être même 4 secondes. Donc voilà, tout est à relativiser. Et c'est pas parce que je parle de tempo que je conseille de les faire lentement. Ça pour moi, c'est très important aussi de ne pas essentialiser quelqu'un à juste 2-3 conseils. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance, et c'est pour ça que je viens de voir aujourd'hui, on a souvent tendance à dire « oui, mais lui, il conseille ça, lui, il conseille ça ». Non, en fait, un conseil, souvent, il est dans une entité globale et tu ne peux pas le sortir de son contexte. Et c'est un peu comme les études scientifiques. Ouais. Il faut savoir les recontextualiser. Et de toute façon, tout dans le coaching et peut-être même dans la vie, de façon générale, est à recontextualiser. Exactement. Et tu vois, c'est encore plus parlant avec la contraction volontaire. Un terme que j'ai utilisé une fois dans une seule vidéo YouTube et qui maintenant m'est associé. C'est pas trop grave parce que bon, c'est quand même un truc qui me parle. Mais
ça montre à quel point quelqu'un est résumé à juste une ou deux phrases et des fois qui sont souvent déformées. Surtout qu'on n'a pas vraiment de mots en français pour parler de ça autrement. Donc c'est-à-dire que on rigole, même moi je suis le premier à te faire des vannes en te disant ouais la contraction volontaire, mais je ne pense pas qu'à l'heure actuelle on ait quelque chose d'autre, sauf peut-être forcer la contraction, mais même forcer la contraction, enfin c'est quoi oui, puis ça pourrait être simplement forcer la contraction avec une impulsion électrique, tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve que le terme est adapté, c'est juste qu'il y a plein de mecs qui ont dit on peut pas contracter involontairement. Merci. Merci, no shit Sherlock quoi, tu vois, enfin bon, mais bref. C'est quoi toi ton approche par rapport au temps de récup? Pareil que les fourchettes de rep, en fait. J'ai des temps de récup qui sont sensiblement les mêmes par cycle d'entraînement. Ok. T'es très strict dessus? Non. C'est le truc sur lequel je suis le moins strict. Je pense que c'est une bonne chose de ne pas être trop strict là-dessus, parce qu'en réalité, le temps de repos pour moi, après c'est mon avis, mais le temps de repos, il dépend surtout de ton état de fatigue générale dans lequel tu abordes la séance. Carrément. Donc c'est pas parce que tu vas avoir le même temps de repos que en fait tu vas progresser ou quoi que ce soit, sauf en endurance. En endurance encore c'est autre chose, parce que si vraiment tu fais de l'endurance, si tu commences à augmenter tes temps de repos, ça n'a plus aucun sens, parce que le but c'est qu'au fur et à mesure que tu accumules du volume, voilà. Mais c'est aussi important de souligner qu'il y a plein d'études en fait qui démontrent qu'il ne faut pas des temps de repos trop courts non plus, parce qu'avant on a été beaucoup dans le 1 minute, machin, etc. En fait, tes temps de repos, s'ils sont trop court, tu as besoin de faire plus de séries pour que ce soit équivalent en termes en tout cas d'hypertrophie totale. Alors ça m'arrive très souvent d'avoir des temps de récup de 30 ou de 45 secondes. Ça dépend pour quel muscle aussi. Ça dépend pour quel muscle, mais en fait pour moi c'est un petit peu comme la fourchette de répétition. C'est-à-dire que tu peux prendre du muscle avec des temps de récup de 20 secondes. Oui. On est d'accord. Oui. Après, effectivement, il faudrait que tu fasses plus de séries. Peut-être que ta série durera plus longtemps ou moins longtemps. En fait, encore une fois, c'est global. Et moi, ce que j'aime pas, c'est un coach qui va te dire que tu mettes 30 ou 45 secondes de récup entre deux séries, c'est une aberration. Parce que tu peux prendre du muscle avec ça. Tu peux prendre du muscle avec des séries de 5, avec des séries de 15, avec 20 secondes de récup, avec 3 minutes. Il y a plein de possibilités et autant les explorer. Puis surtout que, dans ton approche, toi, ton but, c'est de cibler au maximum la contraction. Donc on fait travailler par définition peu de fibres musculaires. Donc on se fatigue pas énormément métaboliquement. Donc c'est pas déconnant de mettre des temps de repos plus courts. Parce que du coup, oui, si tu as 3 fibres qu'on bossait à fond, mais ça restera 3 fibres en fait. C'est pour ça que un marathon par exemple, ce sera toujours 10 fois plus fatigant qu'une séance de muscu. Parce qu'en fait, tu auras éclaté tout ton corps. Alors que sur une séance de muscu, même une séance jambes, tu fais ça pendant 1 heure. Et encore, c'est par série de 10, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Plus de temps récupéré qu'à travailler. Voilà. Donc je pense qu'il faut être mesuré là-dessus. Moi, par exemple, sur les biceps, sur des petits muscles, tu vois, genre typiquement, on parle du deltoïde postérieur. Ce qui est le petit, voilà, c'est ça sert à rien, tu vois. Et à un moment, il faut être un petit peu intelligent si tu veux pas que tes séances elles fassent 3 heures. Exact. Mais attention, je dis pas qu'il faut récupérer qu'il faut pas prendre. Pardon. Je dis pas qu'il faut prendre des temps de récupération courts. Je dis juste que moi, je les modifie en fonction de mes cycles d'entraînement. Ça m'arrive de prendre 3 minutes après une série de hack squat qui m'a carbonisé, et ça m'arrive de prendre 30 secondes après une série d'élévation latérale qui m'a pas fait grand-chose. Enfin, qui m'a pas fait grand-chose, on se comprend. C'est ça qui est important en fait. C'est ça qui est vraiment important, c'est de pouvoir l'adapter à l'exercice et pas de te dire je vais dogmatiquement suivre ça et encore une fois faire des séances de 5 heures. Si tu as le temps de faire des séances de 5 heures, fais des séances de 5 heures. Tu vas juste être éclaté parce qu'en fait, tu vas avoir trop récupéré. Parce que ça, c'est marrant aussi. C'est que si jamais tu récupères de façon optimale et que tu décides de te faire une séance de 5 heures, une séance de 5 heures, si tu as fait vraiment bosser tous tes muscles de façon optimale, tu vas pas pouvoir aller à l'échec trop souvent. Tu vas pas pouvoir accumuler le volume sur ta semaine. Et en fait, en définitive, ce sera peut-être contre-productif. Pour ça, par exemple, que je trouve les études qui comparent le split et le full body, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais t'as vu, en fait, on prend moins de trucs à long terme sur le full body et tout. » En réalité, c'est parce que le full body est trop efficace. C'est-à-dire que tu fais travailler trop de fois tes muscles par semaine. Donc, effectivement, si tu le compares à un split où tu vas avoir, peut-être tu vas aller à l'échec à toutes tes séries, mais du coup, tu vas avoir beaucoup plus de temps de récupération. C'est différent. Et en fait, encore une fois, recontextualiser. Ouais, carrément. Et puis, moi, je pense que pour le coup, on a été assez complet sur le débrief de la séance. C'est un plaisir en tout cas d'être venu. Et puis, merci beaucoup de m'avoir. Plaisir partagé. À vous, c'était juste pour
travailler sur ces machines. Mais évidemment. Enfin, je vais pas dire l'inverse au bout d'un moment, Mais franchement, si ça plaît et à l'occasion, moi, je suis open à renouveler l'expérience si toi, de ton côté, t'es OK avec ça. Ouais, mais on pourra faire une vraie séance la prochaine fois. Mais genre une vraie. Ok. Et On parle de jambes ou un truc comme ça, c'est ça? si tu veux, en fait, le problème, tu vois, c'est pour ça que je m'entraîne pas beaucoup avec d'autres personnes. C'est parce que non, ça va sonner prétentieux. Mais bon, je le dis quand même. Ouais. Mais tu vois, c'est chaud d'avoir une séance efficace quand il y a des exécutions qui sont pas encore très bien calées. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et moi, ça me frustre. Ça me frustre de me dire, on va faire des exercices. L'autre, il va trouver ça facile, parce que forcément, il compense avec d'autres choses. Et du coup, c'est moins intéressant. Je te rassure, j'ai le même problème en kendo, tu vois, et je dis pas que je suis le meilleur du monde, hein, loin de là. Mais quand tu fais avec quelqu'un tu sais, tu fais un combat avec quelqu'un et le gars, tu vois, il te met des points et il a l'air super satisfait de te mettre des points. Et toi, t'es en mode, mais en fait, moi, j'essaie de bosser proprement. Ouais. Toi, tu me fais du n'importe quoi. Voilà. Et si voilà, c'est ça. Et si si on était en compétition, t'inquiète pas que ça serait pas passé comme ça, tu vois. Ouais. Et je dis pas ça par rapport aux mecs qui sont vraiment bien balèzes, mais les mecs qui sont bien balèzes, ils bossent proprement, tu vois. Je te parle au mec qui vient à peine de commencer et tout, peut-être il a 2-3 ans, tu vois, de pratique, et il se dit, oh là, je suis trop un fort, je l'ai défoncé, lui, ça fait 10 ans qu'il en fait. Et tu dis, mais c'est pas ça, tu vois, l'esprit. Ouais. Et c'est un peu, je trouve qu'il y a vraiment aussi, et tu pointes du doigt un truc qui est marrant, c'est que t'as une espèce de course à vouloir soulever très très lourd, et dire je suis meilleur que mon voisin, mais les mecs, vous faites pas de la musculation, vous faites pas du bodybuilding, vous faites du powerlifting, tu vois, et c'est pas grave, mais au bout d'un moment, faut l'avouer, quoi, tu vois. Tu fais pas de la musculation, et en musculation, j'englobe plus de choses que le bodybuilding, mais tu fais pas de la musculation si t'as pas un objectif précis. Et si ton objectif précis, c'est d'avoir la plus grosse, tu vois ce que je veux dire, soit tu fais des films porno, soit tu fais... ou soit tu le dis en début de séance, et du coup, on jette des haltères dans tous les sens, ouais, si ça te fait plaisir, ok, je peux le faire, mais non, en fait, ça me fait chier. Ah oui, puis surtout que la séance, elle est improductive, en fait, parce qu'en réalité, tu te retrouves avec du n'importe quoi, en fait, tu te tout à fait ça. Bref. Mais on trouvera le moyen, sur les jambes, en plus, t'as des bonnes jambes, il y a moyen de faire quelque chose. Un petit squat pendule là qui va nous faire un petit peu pleurer, ça sera pas mal. Eh ben, avec plaisir. Et puis, on va se laisser là-dessus. J'espère que ça t'a plu. Je te rappelle que l'entretien en version complète avec la séance est disponible en lien en description en non répertorié. Et si tu veux avoir accès à toutes les vidéos en avance dès que je les upload, dont celle de cette série, plus du contenu exclusif comme des revues informelles des dernières études scientifiques en mode tranquille, des rediffs des questions-réponses que je fais sur mon Instagram toutes les semaines et même des critiques sur les livres autour de la musculation et de la nutrition dès que j'ai fini de les lire pour guider tes achats, n'hésite pas à rejoindre la chaîne avec ce bouton. Ça te coûte 2 € par mois et moi ça me permet de faire de plus gros projets comme celui-là où je dois rémunérer au moins un cadreur et j'aimerais aussi un monteur dans l'idéal. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, c'est ça qui va aider véritablement la chaîne à aller de mieux en mieux et donc moi à te proposer du contenu de plus en plus enrichissant. Il y a aussi mon Instagram sur lequel tu peux me rendre un tour. Je donne toujours des conseils pour t'aider à progresser parce que je te le rappelle, c'est le but de cette chaîne-là, faire en sorte que tu progresses. Et surtout, tu peux aussi aller voir mon Twitch parce que je fais toutes les semaines des petites reviews sur les sujets les plus tendances du feed game. Et puis, et je rajoute ça, on va dire, c'est la dernière chose, hein, t'inquiète pas, tu peux faire un tour sur mon Discord, le Discord où il y a aussi, j'espère, en ce moment, toutes les semaines, du contenu, il me semble au moins une soirée, on va dire, pour te présenter, je sais pas moi, les derniers faits dans le monde de la force, type Strongman, ou même des choses sur les nouvelles technologies, en rapport avec le fitness et aussi la musculation, évidemment, voire les sports de façon générale. Bref, il y en a pour tous les goûts. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. J'ai acheté un prompteur, j'en suis très satisfait, ça me permet d'aller beaucoup plus vite, mais n'hésite pas à me dire si jamais tu trouves, je sais pas moi, par exemple, que je bouge trop les yeux, que je suis un petit peu trop robotique dans ma façon de parler, parce que ça peut m'aider.